Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café pendant que Catherine me fait des grimaces. Je suis votre animatrice Audrey et bien entendu, je suis avec Catherine qui me fait les dites grimaces. Comment ça va, Catherine? Allô! Ça va bien? On va essayer de mettre de la joie dans votre journée, même si je vais parler de quelque chose de terrible. Je sens que on va quand même essayer de rester dans la joie et l'allégresse, tout le monde ensemble. On est entre amis. De problème. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je me suis entêtée à faire des cas aussi terribles, mais c'est terrible. C'est correct. Moi, de mon côté, je vous parle des bandits à cravate. Puis on peut rire d'eux autres autant que ça nous le tente. Je parle des bandits qui font du mal aux enfants. Oh, c'est moins le fun, ça. C'est bien moins le fun. Fait que là, pour rester dans la joie et l'allégresse, je vais vous recommander un café pour remettre un petit peu de chaleur dans votre cœur. Yeah! C'est quoi? Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le café Sortilège des torréfacteurs Lenoir et Lacroix que je me suis procuré chez Aroma, juste à côté de chez nous. Aroma? Aroma. C'est un café qui a des notes d'épices, de poivre et de chocolat. Alors, moi, ça m'avait beaucoup parlé quand j'ai vu ça sur les tablettes chez Aroma. Et je vous dirais, au niveau du goût, ça rappelle beaucoup le thé chai. Donc, c'est très épicé. C'est vraiment un café très goûteux. Je vous dirais qu'il n'est pas trop acide pour le matin non plus. Ça se prend assez bien. Et c'est impressionnant à quel point il sent le poivre quand vous le buvez. Alors, c'est agréable, ça. Moi, j'adore en plus ce genre d'odeur-là. Donc, moi, ça tombe en plein dans mes cordes. Donc, si vous aussi, vous aimez les odeurs peut-être un peu mentholées, cannelle, clou de girofle, ça va vraiment être dans vos cordes et je vous le recommande chaleureusement. Alors, je répète, c'est le café Sortilège des torréfacteurs Lenoir et Lacroix. Moi, comme je vous ai dit, je me suis procuré chez Aroma, mais j'imagine que ça doit être disponible en ligne et ailleurs, chez tous les bons... détaillants et les moins bons détaillants. C'est pas grave, on shame personne ici à un peu de crime. Même les mauvais détaillants, on les aime. Ils vont s'améliorer. Alors, Catherine, maintenant qu'on a notre café, dis-nous, de quoi parles-tu aujourd'hui? OK. Alors aujourd'hui, je vais... OK, c'est ça. Je sais pas c'est quoi, mais on a ce problème pour le répéter. Mais bon, la dernière fois, j'ai parlé de Cédrica Provencher. Après ça, je suis allée regarder les listes de suggestions de nos auditeuristes, tu sais. Et ma mère, ma vénérable mère, nous a suggéré plein de cas super intéressants dont on va parler un jour, comme l'incendie à Chapais, puis l'accident d'autobus qu'il y a eu à... Je m'en rappelle même pas c'est où. J'ai goût de dire les éboulements, mais ça devait pas être les éboulements. Ce serait bien trop tweet comme nom d'accident. En tout cas, fait qu'elle nous a recommandé beaucoup de choses, beaucoup de cas très intéressants sur lesquels on va se pencher dans le futur. Puis là, il y avait un nom que je savais pas trop c'était quoi. Puis là, la description que ma mère faisait de ce cas-là a vraiment piqué ma curiosité. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre d'Alexandre Livernoche. On va commencer avec un très gros trigger warning. C'est un cas où quelqu'un a tué un petit garçon. Et il y a des mentions d'agression sexuelle. C'est pas mal épouvantable comme cas. C'est vraiment heavy. Mais inquiétez-vous pas. L'épisode corsé. Oui, mais c'est un épisode corsé, mais le cas est pas seulement... Ben comme... J'allais dire, le cas est pas intéressant parce que c'est de la pédophilie, mais c'est pas parce que c'est un truc de pédophilie que c'est intéressant. Parce que c'est pas ça que je veux dire, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est arrivé dans ce procès-là qui touche à la sphère politique, qui est très intéressant, à mon avis. Fait que, en tout cas, c'est un cas où ça va un petit peu partout. On va pas juste parler d'agressions faites sur des enfants, parce que j'aurais pas le cœur pour faire ça. Non, on va moi parler non un plus. petit peu, fait qu'on vous avertit. C'est ça, je vous avertis de ça. Pour faire cette recherche, je suis allée lire plein de journaux. J'aime surtout la presse, moi, quand je lis sur la BNQ. Et comment je fonctionne, j'en ai déjà parlé. Moi, je vais lire les cas en ordre chronologique. Fait que j'ai commencé le jour de la disparition d'Alexandre Livernoche, puis j'ai retracé jusqu'à la fin du procès, 1 an et quelques plus tard. Presque 1 an plus tard, pardon. Donc voilà, je voudrais remercier les articles de la presse. Non, mais mes sources, c'est les articles de la presse qui sont disponibles sur le site de la BNQ. OK, êtes-vous prête à mettre un peu de pédophilie dans votre café?
OK. C'est épouvantable, je sais, suis dans c'est ma tasse épouvantable. avec hésitation, mais je pense OK. qu'on est prêt à mettre un peu de crème dans notre café. Allons-y. Ça commence le matin du 4 août 2000 à Sorel-Tracy. Alexandre Livernoche est un petit gars de 13 ans. Il mesure 1,52 m et pèse 56 kilos. Ah, Ah! c'est précis. Alexandre va se rendre ce matin-là, c'est un vendredi, avec un groupe dans un champ pour ramasser des cocombes. Il y a une petite job, tu sais, d'étudiant, il OK, ramasse des légumes. Je pensais que c'était une sortie de classe un peu weird. Non. Il fait partie d'un groupe qui va ramasser des cocombes dans un champ à Saint-David, pas très loin de Sorel-Tracy. Fait que là, il part, comme d'habitude, avec son petit lunch, puis tous ses amis, puis il s'en va dans le champ ramasser des cocombes. Quand il revient le soir, il débarque à l'arrêt d'autobus, il va à une cabine téléphonique, il appelle sa mère. Il lui dit « Il y a un de mes amis qui m'a invité à se baigner chez eux. Fait que je vais aller chez eux, puis je vais t'appeler vers minuit pour avoir un lift pour revenir à la maison. » Moi, je trouve que minuit, c'est tard quand il... Ouais. Puis il avait le droit de sortir jusqu'à minuit à 13. Ben oui, sa mère, elle a dit oui, tu sais, il y a pas de problème. Fait que... Je juge pas. Non, c'est ça. Puis écoute, c'est pas parce qu'il avait le droit de sortir jusqu'à minuit qu'il est arrivé. Ça, il y a pas rapport par tout. Non. Donc, il appelle sa mère et dit « Je m'en vais me baigner chez un de mes amis, puis tu sais, je vais t'appeler plus tard pour avoir un lift. » Mais on ne l'a plus jamais revu. Alors, le lendemain, le 5 août, sa mère, quand elle se lève le matin, elle pense qu'il a passé la nuit chez son ami, tu sais, puis qu'il va aller direct travailler à son champ de cocombes, tu sais. Alors, elle appelle la police le soir, à 19h45, quand elle réalise qu'il est jamais revenu de sa journée de cocombes. Oh, ça en fait du temps. Et la police va être immédiatement sur le cas. Le 8 août, déjà, il y a un appel dans les journaux. Il y a des battues qui sont organisées. Mais entre-temps, la police a déjà quelqu'un dans leur mire. Parce qu'il y a une personne qui appartient au groupe de collectionneurs de cocombes qui est la dernière personne à avoir vu Alexandre Livernoche vivant. C'est un jeune homme qui s'appelle Mario Bastien, il a 29 ans. Il est descendu au même arrêt que Alexandre Livernoche, et c'est lui qui l'a invité à aller chez eux se baigner dans sa piscine. Oh non. Non. Oh non. Fait que dès le début, la police est intéressée à interroger ce gars-là. Avec raison. avec raison, effectivement. Bon hunch. Donc, il est questionné au début de la semaine suivante. Fait que ça, on est rendu, mettons, c'est ça, peut-être le 8 août. Il nie son implication. Il va revenir voir la police le 9 août aussi, de manière délibérée, volontaire. Il va être questionné pendant 7 à 8 heures, dépendamment des sources. Et pendant cet interrogatoire-là, il va avouer à la police qu'il a tué et agressé Alexandre Livernoche. Oh mon Dieu. À ce stade-là, on n'a pas retrouvé le corps encore. Ça part rough, cette histoire-là. Ça part très rough. Les détails rough, ils vont et ils viennent, comme vous allez voir. Je regarderai plus les cocombes de la même manière. De la même manière, pas pantoute. Très rapidement, Mario Bastien va flancher et avouer à la police qu'il a tué Alexandre Livernoche. Il veut pas leur dire où se trouve le corps. Mais le corps va être trouvé très rapidement parce que dans cette période-là, il y a eu des grosses pluies torrentielles. Et là, le 9 août, c'est que ça fait 4 jours qu'il est disparu, 5 jours, il y a 2 employés de la firme de construction Davis Construction qui entrent pour leur corps de travail et qui découvrent un corps à moitié enseveli dans une carrière. C'est une carrière qui longe l'autoroute 30 à la hauteur du boulevard Saint-Louis, juste pour vous dire. Et la raison pour laquelle il est justement à moitié enterré, c'est parce qu'à cause des pluies torrentielles, ça fait bouger la terre et le sable et ça a partiellement déterré le corps d'Alexandre Livernoche. Je tiens à dire que s'il y a un endroit où je veux pas travailler, c'est une carrière. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'affaires là-dedans que je veux pas trouver. C'est une bonne place pour cacher un cadavre, mais... donc, ouais. C'est ça, j'ai lu dans une source, j'ai pas pu le confirmer ailleurs, que justement, la police a reçu l'appel de la découverte du corps pendant qu'il était encore en train de parler avec Mario Bastien, le 9 août. Donc, il savait qu'il était mort, il restait à trouver le corps, tout ça est arrivé simultanément, fait que bien sûr, il a été arrêté. Les funérailles vont se tenir quelques jours plus tard, le 12 août 2000. Et le 15 août, Mario Bastien est en prison déjà. Il appelle une journaliste du Journal de Montréal, Maude Goyer, pour lui faire une confession par téléphone. Oh. Il va lui affirmer qu'il a tué Alexandre Livernoche à coups de couteau à patate. Oh my God!
Il va lui dire, dans sa confession, il pleure, il est vraiment en détresse totale, Mario Bastien. Là. Il pleure, il dit qu'il est un écœurant, qu'il est un monstre, pardon, qui a fait quelque chose d'écœurant. Il dit que il voulait pas faire ça, il a jamais voulu faire souffrir quelqu'un, qu'il sait pas ce qu'il a pris. Il raconte tout ça à la journaliste au téléphone, là. Quand il raccroche, il va appeler un autre journaliste. C'est comme sa soirée d'appeler des journalistes pour faire des confessions, là. J'ai comme pas le cœur de faire la joke « Sir, this is a Wendy's ». Je sais, mais c'est vrai. En tout cas, il devait pas s'attendre à ça, ces journalistes-là. Non, je sais pas. Puis à ce stade-là, Mario Bastien, il avait déjà un avocat de la défense, puis je suis pas mal sûre que son avocat, il aurait pas suggéré de faire ça du tout, mais... Ensuite, il va appeler aussi Patrick Turgeon, qui travaille pour Les Deux Rives, un journal de Sorel, et va lui aussi lui faire une confession. Puis dans une de ces deux confessions-là, je sais pas laquelle, il va dire au journaliste qu'il a l'intention de plaider coupable, tu sais. Puis il va épargner un procès à tout le monde. Mais il va revenir sur sa parole assez rapidement. Et il va y avoir un procès pour le meurtre d'Alexandre Livernoche. Mais avant ça, il y a quelque chose de bien funky qui va se passer. Oh. Le 26 août, on va apprendre que, en fait, Mario Bastien, au moment où il a tué Alexandre Livernoche, aurait dû passer toutes ses nuits dans un centre de détention de Sorel parce que techniquement, il était encore un détenu du système carcéral. Il est encore en prison. Ben voyons donc. Il avait été condamné le 21 janvier 2000 à 12 mois de pénitencier pour plusieurs chefs d'accusation différents, dont des vols par effraction. Et c'est des délits qui étaient considérés comme moins graves et pas nécessairement des délits violents. C'est surtout des vols, puis des entrées par effraction, puis des affaires comme ça. Des délits mineurs. Des délits mineurs. Oui. Introduction par effraction, vol, méfait, complot et menace. Donc, il est condamné à 12 mois de prison, plus 10 mois supplémentaires pour d'autres crimes qui avaient été commis, mais encore là, c'était des délits mineurs. Et là, depuis le 21 mars, il bénéficiait de ce qu'il appelle une absence temporaire. Ça veut dire que le tiers de sa peine était déjà passé, puis là, il avait le droit d'être comme libéré sous condition, mais pas vraiment officiellement libéré sous condition. OK. Il était censé avoir des conditions de libération fermes, genre aller passer toutes ses nuits dans un centre de détention, tu sais. Et là, il avait été rencontré par la Commission québécoise de libération conditionnelle. Mais l'affaire, c'est que il manquait des documents dans l'évaluation de son dossier. Puis là, la Commission québécoise des libérations conditionnelles a dit « OK, on va y donner cette absence temporaire de prison en attendant de trouver les documents puis de pouvoir évaluer le dossier. » Puis ils ont jamais trouvé les documents pour évaluer son dossier. What? Attends, quoi? OK, mais dans le cas de Claude Robinson, les documents qui manquaient, c'était juste pour manquer qu'il y a du monde qui avait mis de l'argent dans leur poche, là. Ici, on parle de quelqu'un qui est comme pas un enfant de cœur, là. Puis nous, on est comme, il manque des dossiers, fait que tu peux t'en aller en attendant qu'on les trouve. Ben, regarde, tu peux t'en aller en attendant qu'on les trouve parce que, ce qui est sorti, là, c'est que, tu sais, là, ils ont dit, OK, ben, tu peux être sorti en attendant qu'on trouve les papiers, mais il faut que tu te rapportes au centre et tout. Là, sa mesure d'absence, qui était censée être temporaire à la base, a été prolongée le 4 juillet, donc un mois avant le meurtre d'Alexandre Livernoche, parce que les prisons étaient surpeuplées. Fait qu'il y a trop de monde en prison, fait qu'on va arrêter du monde, mais on peut pas les garder en prison, fait qu'on va juste les libérer. Leur donner une tape sur les doigts puis leur demander de pas faire d'autres crochetudes. OK. Oui, exactement. Là, cette histoire-là d'absence temporaire, c'est une mesure qui existait déjà et qui était utilisée de plus en plus parce que justement les prisons étaient surpeuplées. À cause de ça, les journalistes commencent à fouiller dans cette question-là de « Mon Dieu, c'est donc bien intense de libérer du monde aussi rapidement que ça quand ils ont été condamnés pour des délits graves, tu sais. » Et là, il y a un nouveau scandale qui sort quand il y a un mémo qui est déniché. C'est un mémo qui avait été envoyé par le DG des services correctionnels à tous les directeurs d'établissements carcéraux. Et dans son mémo, le DG leur disait qu'il y avait un nouvel objectif dans leur cadre de leur travail. Ils devaient atteindre un taux de libération avant terme de 83% pour les détenus purgeant une peine de moins de 6 mois et 60% pour les détenus aux sentences plus longues, dans le but de désengorger le système carcéral. Fait qu'on va condamner du monde, mais on va les faire sortir de prison super vite parce qu'on a plus de place pour les loger. Écoute, je suis toute pour la réforme carcérale,
Mais là, j'ai l'impression qu'on se prend pas comme il faut, là. Et- Ça sonne un peu lax comme méthodologie, là. Écoute, c'est très lax comme méthodologie, puis il y a beaucoup de monde qui se sont mis à questionner ça parce qu'il est sorti aussi que pendant qu'il était en prison, Mario Bastien, il a pas fait beaucoup de prison, il a fait genre 2-3 mois, là, tu sais. Pendant qu'il était en prison, il a eu 81 manquements disciplinaires. Il était pas un très bon candidat pour la libération conditionnelle avant terme ou l'absence temporaire, là. Absolument T'sais? pas. Absolument pas. 81 manquements. Fait que je vous avais dit que c'est pas juste une question de pédophilie. Là, ça va partir un gros scandale politique où, justement, il y a des gens comme Mario Dumont, qui était le leader de l'ADQ dans le temps. Oh! Oh! Rip la DQ. Fait que là, tout le monde va se mettre à, tu sais, prendre la parole sur la place publique pour dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens que quelque chose comme ça ait pu arriver. C'est à cause de l'ingérence du système carcéral. Mario Dumont va blâmer directement le gouvernement de Lucien Bouchard pour la mort d'Alexandre Livernoche. Sous prétexte de respecter les enveloppes budgétaires, ils ont mis la sécurité de la population à risque. Oh mon Dieu, c'était Lucien Bouchard. C'est Lucien Bouchard. Fait que là, le 12 septembre, on va faire la petite parenthèse politique avant. Le 12 septembre, le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, dit qu'il veut lancer une enquête sur les conditions de libération de Mario Bastien. Et aussi sur, justement, ce programme-là de l'absence temporaire. Parce que c'est un programme qui était implémenté depuis longtemps et qui avait déjà subi des critiques dans la sphère publique. Fait que là, OK, tu sais, à cause des pressions politiques, on va faire une commission d'enquête là-dessus. Mais là, la commission, elle serait présidée par un fonctionnaire qui s'appelle Jacques Hébert. Et rapidement, la compétence de M. Hébert à diriger cette commission d'enquête est remise en cause parce que Jacques Hébert, pendant 2 ans de temps, de 96 à 98, il était le responsable des libérations conditionnelles à la prison de Bordeaux. C'est peut-être pas la bonne personne à qui demander de dealer avec cette commission d'enquête-là. Là, pas, non? Non, peut-être pas, effectivement. OK, mais pour te citer, il y a une couple de claques qui se sont perdues, là. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de claques qui se sont perdues. Et, bon... Et là, à travers tout ce scandale, avant même qu'il y ait le temps de vraiment mettre sur pied une commission d'enquête qui est menée par quelqu'un qui n'est pas en conflit d'intérêt total avec cette cause, la Commission québécoise de libération conditionnelle dépose un plan d'action devant l'Assemblée nationale, ce qui est toujours la bonne chose à faire. On a un plan! On a un plan. Notre plan, c'est on va remplacer le programme d'absence temporaire, qui est comme la raison pour laquelle Mario Bastien était sorti de prison puis qu'il se rapportait plus à personne après 1/9 de sa peine, malgré ses 81 manquements disciplinaires. Tu sais, c'est vrai que ça nous fait mal paraître, cette histoire-là. Il a été en prison 3 mois. On s'entend, c'est comme 90 jours, plus ou moins. S'il y a eu 81 manquements, c'est à peu près un manquement par jour. Ouais. C'est immense. C'est inacceptable. Ben oui, mais on n'a plus de place pour les loger. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on les libère dans la population. Oui, mais peut-être pas lui. Non, peut-être. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, la Commission québécoise de libération conditionnelle? Il n'y avait pas son dossier, fait qu'ils ont dit, ben on va vous retrouver on va vous reparler quand on va trouver votre dossier, mais ils l'ont jamais trouvé. Ben déjà... Je comprends pas pourquoi tu critiques ce principe-là. C'est très logique, toute cette chaîne de décision-là. Je m'excuse, je sais, je peux pas critiquer ce que je connais pas. Sorry. Je vais arrêter, là. Et ce que la Commission québécoise de libération conditionnelle propose de faire, c'est de remplacer le programme d'absence temporaire par ce qui s'appelle une semi-liberté. Ce qui sonne comme la même affaire. Ouais. Je veux dire, l'absence temporaire, le principe, c'est qu'il était censé, Mario Bastien, se rapporter à un centre de détention puis dormir là le soir. C'est juste qu'il le faisait pas parce que éventuellement, mais même ce système-là était rendu tellement saturé qu'il y avait plus de place pour le loger. Fait qu'il y avait absolument plus du tout d'oversight. Mais je veux dire, la semi-liberté, ça sonne comme la même maudite affaire, non? Ben, je pense que c'est pas mal la même chose de il faut que tu te rapportes à un centre, mais des fois, c'est qu'il faut que tu y ailles juste comme la fin de semaine au lieu de à tous les soirs ou... Ouais. En tout cas. Mais ça se peut-tu que tu fasses pas ça si, on va dire, t'as eu des manquements disciplinaires pendant que t'étais en prison? Je veux dire, s'il faut que tu reviennes t'es le un soir... violent offender? Y a-tu de la place qui est magiquement apparue pendant la journée? Je comprends pas. Je sais pas, on dirait comme une garderie de prisonniers. J'aime pas ça. En tout cas, j'aime pas ça, ce principe-là. Fait que, éventuellement, il va y avoir une vraie commission d'enquête qui va être mise sur pied. Cette commission va être dirigée par Claude Corbeau. Et le jugement va être rendu le 10 mai 2001, donc l'année suivante. C'est un jugement de 400 pages qui va décrier justement la manière dont les prisons sont gérées. On devrait peut-être pas libérer le monde après un 6e, ou dans le cas de Mario Bastien, un 9e de leur peine.
c'est peut-être un peu excessif. Et les recommandations de cette commission d'enquête, c'est de miser à la place sur la formation des policiers et sur la centralisation de l'information. Parce que je veux dire, si toute ton information sur le système carcéral est centralisée quelque part, tu peux le savoir, ça fait combien de temps que la personne est là. T'as pas besoin de cafouiller, puis de chercher des dossiers, puis après ça, de dire que tu vas aller rencontrer des détenus pour leur commission de libération conditionnelle, puis plus jamais les retrouver parce que tu les as perdus à travers les mailles du filet. Ben voyons donc. C'est en effet très logique. Mettez tous vos dossiers dans la même boîte, là, ça devrait bien aller. Ouais, mettez tous vos dossiers dans la même boîte. Fait que là, en gros, pour finir cette petite parenthèse politique, il y a eu un gros scandale puis une grosse réaction au niveau du public parce que, ben, c'était un crime terrible, mais aussi parce que c'était un crime qui aurait pu facilement être prévenu par le fait de, tu sais, enforcer comme du monde les mesures qu'on a mises en place au niveau du système carcéral, tu sais. T'sais, on a un système carcéral, on peut l'utiliser, tu sais, il est là, il nous fait des beaux yeux, tu sais, on pourrait comme, hein, s'en servir. Les prisons sont déjà là, elles sont construites, pis tout, là, on pourrait les gérer comme mieux, t'sais, au lieu de respecter les enveloppes budgétaires. Tu sais, il y a des beaux meubles pour mettre des documents chez Ikea, ils sont pas si chers que ça. Ils sont beaux. Non! Ah! Il y en a qui se barrent en plus, Hey, je sais, c'est malade. Mais c'est ça, là, faut dire que, à ce stade-ci, ce qui était sorti sur le passé de Mario Bastien, ça concernait justement uniquement les infractions dont j'ai parlé tantôt. Donc, de l'entrée par effraction, des vols, des méfaits, des complots et des menaces. Ça n'avait pas vraiment de lien avec les enfants. Ça avait pas nécessairement de lien avec des comportements en gros guillemets violents, parce que je veux dire, l'entrée par effraction, c'est pas mal violent, là. Des vols, c'est violent aussi, mais... Tu sais, c'est comme... Certaines personnes auraient pu argumenter que, ben, de toute manière, on pouvait pas prévoir que ce genre de crime-là allait arriver, fait que c'était bien correct de laisser Mario Bastien sortir puis juste être dans la population régulière. Okay. Mais la vérité, c'est que... Oui. Mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment vrai. Oh no! On nous a menti! On nous a monté un beau grand bateau! Grand bateau! On nous a fait de belles grandes vagues! Mais... mais... Non, c'est ça. Fait que maintenant qu'on a fini cette petite parenthèse, on va recommencer à parler de choses atroces faites à des enfants. Yeah! Le 31 octobre 2000 commencent les procédures préliminaires contre Mario Bastien. Donc, l'enquête préliminaire. Parce que bien sûr, avant de faire un procès, ça prend une enquête préliminaire, savoir s'il y a de la cause pour faire un procès. Mais tu sais, quand t'as déjà fait ta confession à la police, puis à 2 journalistes... Je pense on peut passer à la prochaine étape. On peut passer à la prochaine étape. Mais ce qui arrive d'intéressant pendant Ce qui arrive d'intéressant pendant cet événement-là, le 31 octobre, c'est que le frère de Alexandre Livernoche, qui s'appelle Jimmy Livernoche, 15 ans, il essaie d'attaquer Mario Bastien. Il va essayer de comme sauter par-dessus les box là, tu sais, des accusés et tout dans la cour pour aller comme tabasser Mario Bastien. En cours, oui, en cours. Et là, pendant les procédures préliminaires, il y a beaucoup de témoins qui comparaissent, puis il y a beaucoup d'éléments de preuve qui sont apportés, mais le tout fait l'objet d'une ordonnance de non-publication, fait que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on ait des nouvelles de ça. Ce qu'on va apprendre entre-temps, tu sais, avant que le procès commence en 2001, c'est que le 26 janvier 2001, Sylvie Girard, qui est la mère d'Alexandre Livernoche, et ses 2 fils, qui s'appellent Sylvain et Jimmy, celui qui a essayé d'attaquer Mario Bastien, les 3 vont intenter une poursuite de 900 000 $ contre la Commission québécoise de libération conditionnelle et le gouvernement du Québec. Avec raison. Avec raison, effectivement. Là, on essaie de trouver une place où le procès de Mario Bastien pourrait se dérouler, parce qu'à ce stade-ci, l'histoire, elle est extrêmement médiatisée. C'est le genre de choses qui est un petit peu, tu sais, tombé dans l'oubli aujourd'hui, là. Je veux dire, on n'en a pas parlé autant que Cédrica Provencher, puisque justement, il n'y a pas eu un aussi gros mystère. C'est plus un aussi gros scandale politique et tout, là. Donc, à ce moment-là, il y en a trop été question dans les journaux, publiquement, et donc on cherche un endroit pour tenir son procès. Son procès va se subir hors de la région de Sorel-Tracy, juste pour pouvoir avoir un jury qui va justement être un petit peu plus impartial. Le procès va commencer le 22 mai 2001. Il va y avoir une fouille rigoureuse qui est faite de tous les gens qui veulent assister au procès, because Jimmy Livernoche qui essaie d'attaquer Mario Bastien, you know? Ouais, ok, ouais. Et au procès vont sortir les premiers détails épouvantables. Ok. Trigger warning, détails épouvantables. Drapeau rouge. Alexandre Livernoche avait été agressé sexuellement avant de mourir. Il a été retrouvé en caleçon. Il avait une corde autour du cou.
Oh non, non, non. Il a été étranglé et ensuite poignardé avec un couteau à patate, comme avait dit Mario Bastien dans sa confession à Maud Goyer. Oh mon Dieu, non. On apprend aussi que Mario Bastien aurait séquestré Alexandre Duvernoche pendant une certaine période avant de le tuer. Donc tout ça, c'est pas arrivé instantanément. Il l'a gardé pendant une certaine période de temps, mais il est mort, il a été étranglé comme dans la même nuit. OK. Mais avant ça, il l'avait gardé il avait séquestré, il l'a gardé en captivité. On apprend aussi que Mario Bastien s'est présenté chez Madame Sylvie Girard, la mère d'Alexandre, le lendemain de sa disparition. Et c'est lui qui aurait annoncé la disparition et qui aurait proposé d'organiser des recherches et des battues pour retrouver Alexandre Duvernoche. Mais pour... Hein? Comment tu... Oui. Il s'est présenté là-bas, puis il a dit qu'il était un ami d'Alexandre Duvernoche dans son groupe de ramasseurs de cocombes. Qui s'est pas présenté au travail. Non, il s'est pas présenté au travail. On pourrait organiser des recherches pour le retrouver, mais c'est lui qui l'avait tué pendant la nuit. Je suis mal à l'aise. Fait que c'est pour essayer de, comme, éloigner les soupçons? On le sait pas. Des remords? Probablement les deux, peut-être les deux, parce qu'on a vu dans ses différentes confessions, on peut pas présumer ses motifs, mais on a vu dans ses différentes confessions juste le fait qu'il a appelé les journalistes pour en parler, puis qu'il s'est lui-même qualifié de monstre, qu'il y avait effectivement des problèmes, des enjeux de santé mentale, puis peut-être des remords par rapport à ce qu'il avait fait. On sait que la défense qu'il utilise pendant son procès, celle de son avocat de la défense qui s'appelle Maître Éric Nadeau. Ah! Comme Éric Bruno, mais pas pareil. Je pensais que t'allais aimer ça. Vraiment pas. Ah, mais j'allais dire, il me semble que ça sonne comme un nom dans District 31, ça. Yeah! C'est Maître Éric Bruno Nadeau. Alors, sa défense, ça va être celle de l'aliénation mentale. Et je pensais pas qu'il était un terme qu'on utilisait encore aujourd'hui. Je pense que oui, mais c'est assez difficile à prouver, par exemple. C'est pas... Les avocats, d'habitude, évitent, me semble, de go down that road. C'est plus populaire aux États-Unis, mais... Ouais. Parce que l'affaire, c'est que dans ce cas-là, c'est très évident que c'est lui qui l'a fait. Fait que la question, c'est pas de savoir s'il est coupable, c'est savoir pourquoi il a fait ça, puis s'il est comme criminellement responsable parce que il était en pleine possession de ses moyens, mettons, quand les crimes ont été commis. Ouais. Fait qu'ils vont plutôt mettre l'accent là-dessus au procès. Ce que Mario Bastien va dire en cours, c'est qu'il a commis ce crime-là pour se venger de la société qui le qualifiait de pédophile. Là, je vais préciser ça. Ouais, parce que là, dans ses condamnations en prison et tout, il n'était pas question de ça. OK? C'était des rumeurs qui circulaient. Okay. Il y a une femme qui vient témoigner en cours qui s'appelle Claudette Champagne. Claudette Champagne est une amie de Mario Bastien. C'est une mère de famille, elle a 38 ans. Et Mario Bastien, il était responsable de garder le bébé, le fils de 4 ans, pardon, de Madame Claudette Champagne. Donc, il faisait du babysitting chez elle. Ça faisait un petit bout qu'il faisait ça, elle le connaissait bien, tu sais. Okay. Puis un jour, justement, ils ont commencé à circuler en ville des rumeurs comme quoi Mario Bastien serait un pédophile. Puis à cause de ça, ben, elle l'a renvoyé. Elle est demeurée... des rumeurs, ils sortaient de... Je sais pas. OK. Je sais pas. On va pouvoir en reparler un peu, mais je sais pas du tout. Okay. Mais elle est quand même restée en contact avec Mario Bastien, elle le considérait comme un de ses amis, et elle dit qu'elle a reçu sa visite l'après-midi du 5 août, donc le lendemain, tu sais, de la mort d'Alexandre Duvernoche, et qu'elle a été alarmée parce qu'il lui parlait justement du fait qu'un de ses compagnons de collecte de cocombes avait disparu, mais il parlait de lui comme s'il était déjà mort. Puis ça, elle a trouvé ça pas mal inquiétant, tu sais. Et là, apparemment, Bastien aurait rappelé Claudette Champagne de la prison entre le 9 et le 12 août. Il avait déjà été incarcéré, ils ont trouvé le corps le 9. Et au téléphone, il lui aurait fait une confession. Encore? Dans un... Oui, il était bien fort là-dessus, dans un langage très cru. Puis ça, c'est une affaire que la défense a beaucoup mis l'accent là-dessus au procès, le fait qu'il avait appelé autant de gens pour se confesser. C'est pas nécessairement quelque chose que quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens va faire une fois que t'es arrêté. Ouais, OK. Tu vas pas appeler tout le monde pour leur dire comment t'as tué Alexandre Duvernoche puis pourquoi. Non, tu te gardes une petite gêne. Donc c'est ça. Mario Bastien il aurait fait
de nombreuses confessions à de nombreuses personnes, y compris cette madame-là, qui est venue parler de sa réputation et qui est venue parler justement du fait que tout le monde disait qu'il était un pédophile, puis c'est tout bien incriminant. On a une dernière preuve qui est présentée par la couronne, c'est le médecin légiste qui vient faire son témoignage. Et là, il y a d'autres détails alarmants qui vont sortir. Donc, Mario Bastien, d'abord, il avait dit qu'il avait tué Alexandre Livernoche à coups de couteau à patate. Ensuite, il a fait d'autres confessions comme quoi il l'aurait étranglé. Apparemment, à travers tout ça, Alexandre Livernoche n'était pas mort. Oh non! Il est mort d'asphyxie dû à du sable qui est rentré dans ses voies respiratoires quand il a été enterré dans la carrière. Oh non, non. Mais malgré ça, il y avait des marques il a été retrouvé avec une corde au cou, fait que ça corrobore les confessions de Mario Bastien. Il y avait aussi beaucoup de blessures par arme blanche et beaucoup de fractures. On pourrait en déduire que Mario Bastien l'avait battu avant de l'étrangler, de le poignarder. C'est un geste d'une très rare violence. Oh, ça veut dire que ça a été long. Ça veut dire que ça a été long avant qu'il meure, malheureusement. Ça n'a pas été très long parce que le lendemain, il était mort. Fait qu'au moins, c'était... C'est long. En moins de 12 heures, ça s'est bouclé, cette histoire-là. Ce qui est comme le seul silver lining dans cette maudite histoire. Mario Bastien va témoigner à son propre procès. Ce qui est pas un super bon move dans aucun des cas. Mais dans ce cas-ci, ça pourrait être un bon move puisque leur défense, c'est l'aliénation mentale. Donc, ils vont le faire parler. Ça va prouver au jury qu'il a peut-être pas nécessairement toute sa tête. Il dit que justement, il a fait ça par esprit de vengeance à l'égard de la société en général. Et c'est là qu'on va apprendre que Mario Bastien est un homme qui a grandi dans le système des centres jeunesse et des familles d'accueil. Okay. Donc, lui, il a passé toute son enfance à voler d'une maison d'accueil à une autre maison d'accueil, d'un foyer d'accueil à un autre, dans la grosse instabilité. Quand il traversait à travers tout ce système-là, il aurait lui-même été victime de pédophilie et aurait été agressé par d'autres enfants, d'autres garçons avec qui il habitait. Oh. Il dit qu'il a agressé Livernoche pour assouvir ses fantasmes parce que il avait un problème de pédophilie, ça c'est selon sa propre confession, là, depuis l'âge de 18 ans, donc depuis une dizaine d'années, mais il avait toujours résisté à ces impulsions-là. Donc, il y avait un rapport assez malsain envers la sexualité, puis justement, il réprimait ces pulsions-là, puis éventuellement, il était plus capable. Puis c'est pour ça qu'il a agressé Alexandre Livernoche. Oh mon Dieu. Ça, c'est quelque chose que Mario Bastien a de la difficulté à venir raconter en cours parce que initialement, il a pas parlé d'agression à la police quand il a fait sa confession pendant 7 heures de temps, 7-8 heures de temps. Il a juste dit qu'il l'avait tué. Et il voulait pas avouer qu'il l'avait agressé, puisque lui-même avait été victime de ça. C'était pas comme... Il était pas en paix avec le fait d'être pédophile. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y avait honte. Il y avait honte, ouais. Il y a un témoignage d'un psychiatre. Puis ça, c'est ben tweet. C'est vraiment weird. Parce que le psychiatre vient en cours et vient dire qu'il a interrogé Mario Bastien à de nombreuses reprises et qu'il n'a décelé aucun signe de psychose chez lui. Fait qu'il vient dire qu'il est totalement sain d'esprit. Mais il était là pour témoigner pour la défense. Oui, c'est super weird. Ce qu'il dit, c'est que Bastien serait juste un homme violent et frustré et un pédophile avoué qui serait, selon, je cite le docteur Chamberlain, un sadique sexuel et qui aurait possiblement une personnalité limite, donc un trouble de personnalité limite. Ouais. Mais l'affaire, c'est que il y a eu un premier sexologue qui a rencontré Mario Bastien qui s'appelait Édouard Beltrami, puis lui-même avait évalué Mario Bastien puis dit oui, c'est un narcissique sexuel, puis c'est un sadique et tout, mais son rapport était pas concluant, puis a comme été discrédité par un deuxième psychiatre qui est venu dire qu'il était totalement en contact avec la réalité quand toutes ces choses-là se sont déroulées, puis comme en pleine possession de ses moyens. C'est bien weird comme move de la part de la défense, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Mais que faites-vous? Au terme de tout ça, est-ce que tu veux deviner le verdict? J'imagine coupable. Ouais, effectivement. Puis là, ils ont essayé de rectifier la belle histoire de l'absence de prison et tout, là. Et il a été condamné, Mario Bastien, le 13 juin 2001, à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle possible avant 25 ans.
Donc, ça va s'en venir bientôt, la libération conditionnelle possible de Mario Bastien. C'est ça que ça veut dire. Ça fait quasiment 25 ans. On est vieilles, Oh hein? my God. On est vieilles. On a mal dans le dos. On peut pas boire du café trop tard. Ouais. Pour finir, je vais vous laisser avec un témoignage de Lucie Valérand, qui est une ancienne professeure de Mario Bastien, qui a repris contact avec lui une fois qu'il a été condamné à la prison, puis qui est retourné en prison. Puis elle a entrepris comme une correspondance avec lui. Puis elle dit que il faut pas juger rapidement quelqu'un comme Mario Bastien, parce que Mario Bastien, tout ce qu'il a fait, c'est perpétuer un cycle de violence et qu'il est, lui aussi, une victime. Et c'est sur cette affirmation très downer puis plate à mort que se conclut le meurtre d'Alexandre Livernoche. C'est vraiment d'une tristesse épouvantable. Ah, je sais pas pourquoi ma mère m'a recommandé de lire là-dessus, mais j'espère que t'es contente, maman, l'épisode est fini. C'est fini, on peut go our merry way. On peut commenter aussi. Moi, je trouve que toute la question excuse-moi, mais la question de l'ingérence des prisons, moi, ça m'a infiniment amusée. Ouais. Puis, c'est ça. Tu sais, toute l'affaire de, on n'aurait pas pu prédire qu'il allait faire ça parce qu'on savait pas qu'il avait des tendances pédophiles. On aurait très facilement pu le déduire si n'importe qui s'était intéressé le moindrement à son parcours dans les centres jeunesse et dans les foyers d'accueil. Mais Le moindrement. je sais pas, il me semble. J'étais sous l'impression, puis là, vous pouvez me dire non, j'ai tort. J'étais sous l'impression qu'une personne incarcérée, on faisait un petit peu justement son parcours, puis il me semble que ça fait partie de leur dossier, d'habitude, les gens qui ont évolué dans ces milieux-là, parce que... Ouais, mais il y a eu un manque vraiment flagrant au niveau de la commission de libération conditionnelle, parce que je veux dire, dans ces conditions de libération conditionnelle, tu sais, d'habitude, dans l'absence temporaire, ils sont censés avoir les mêmes conditions, fait que tu te rapportes à un officier, tu sais, tu peux pas consommer de l'alcool, tu peux pas quitter le pays, tu sais, t'as un couvre-feu, blablabla. Mais, excuse-moi, là, être en contact avec des enfants, ça aurait dû être non, là! Mais c'est ça, s'il y avait eu dans son dossier ces détails-là sur sa vie, il y aurait aussi eu l'interdiction d'être en présence d'enfants. Il n'aurait pas pu avoir ce travail-là, il n'aurait pas pu se tenir proche de ces jeunes-là. Non, c'est ça! En plus, comme des pédophiles en libération conditionnelle qui n'ont pas accès à l'Internet, qui doivent eux aussi se rapporter régulièrement, puis justement, qui n'ont pas le droit d'habiter proche d'une école, qui n'ont pas le droit de se trouver un emploi proche d'une école, je veux dire, ça sert à ça, les dossiers des gens, là. Ça sert à gérer leurs conditions de libération, puis je suis pas en train de dire, tu sais, moi, je suis 100% pour la réforme carcérale, mais faut que ça se fasse comme il faut, là. On peut pas juste dire, OK, les prisons sont pleines, merci, bonsoir, là. Il faut qu'il y ait un suivi, je veux dire. Il y a vraiment eu une grosse ingérence ici, c'est flagrant, là. Effectivement. Mais écoute, si parmi vous, auditoristes, il y a des gens qui ont été dans les systèmes de famille d'accueil, etc., on n'est pas en train de critiquer ça, je veux dire. Non, du tout. C'est pas du tout le problème. Le problème, ça a vraiment été de faire le suivi avec cette personne-là, de faire un meilleur suivi aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe quand les gens sont dans ce système-là. C'est pas la première fois qu'on entend parler de quelqu'un qui se fait abuser dans ces parcours-là, là. Ouais, lui se faisait abuser par d'autres enfants. Ouais, puis... C'est ça. Je veux dire, la fillette de Granby, il y a pas longtemps, est-ce que c'était un cas de... Je ne connais pas cette histoire. Ok, je t'en raconterai pas. C'est pas la fillette qui se faisait battre par ses parents? Ben, c'est la fillette qui a été retrouvée morte attachée sur une chaise. Ouais, ok, c'est ça. Non, je veux pas entendre parler de ça. Non, on va arrêter ça là, c'est trop downer! C'est bien trop downer. Écoute, moi, je trouvais que c'était downer pis plate à mort. Puis là, c'est ça. Fait qu'il y a une petite note joyeuse pour finir, c'est qu'en 2006, il a été annoncé qu'il y avait eu une entente hors cours par rapport à la poursuite contre la Commission québécoise de libération conditionnelle. Et Sylvie Girard, la mère d'Alexandre Livernoche, n'a pas voulu divulguer le montant de l'entente, mais elle a dit, et je cite, que son calvaire était terminé. Oh, au moins si la famille a pu avoir un peu de paix. Ouais, ils réclamaient 900 000 $, fait que je sais pas combien ils ont eu. J'espère qu'ils ont eu les 900 000 $ au complet. On leur souhaite ça. Puis que, contrairement à Claude Robinson, ils vont pas devoir se battre pendant des années pour avoir 2 piastres. Non, gars, ça a juste pris 5 ans, ça, c'était en 2006. Ouais. Ça a juste pris 5 ans avant qu'ils réussissent à avoir de l'argent, mais apparemment, ils l'ont eu. Puis s'il y a eu une entente hors cours, c'est justement parce que le système carcéral a comme reconnu sa culpabilité là-dedans. Et tu dis comme, OK, fine, là, je l'avoue, là ça, puis merci, bonsoir. Bon ben, sur cette note beaucoup plus légère... Ouais, c'est super joyeux. Merci beaucoup à ma mère de m'avoir conseillé de lire cette histoire-là. C'était épouvantable.
Puis après l'histoire de Cédrica Provencher, c'était épouvantable. Alors, on Voilà. vous promet, on va délaisser un peu les enfants perdus qui tout seuls courent dans les rues. J'en ai d'autres dont je voudrais vous parler, mais on va faire des cas plus légers en attendant que je vous parle de Freddy Villanueva. On va espacer avant de parler de Caroline qui neige à Brooklyn. Oui, aussi, oui. Alors, merci, chers auditeurs, et merci à Catherine pour ce cas qui, franchement, je pense, nous fait réfléchir. C'était très intéressant. Mhm. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de nous laisser une note sur Apple Podcasts et sur Facebook. C'est ce qui nous aide à prendre de l'expansion et à se rendre dans des nouvelles oreilles près de chez vous. Oui, faites ça parce que le monde qui nous laisse des reviews sur Apple Podcasts, là, c'est tout le temps quand ils sont fâchés contre nous. Puis, je comprends, là, c'est comme tu manges la mauvaise bouffe au restaurant, tu vas aller sur Google puis dire que c'est de la chenoute, mais quand tu manges bien, ben tu penses pas à aller laisser un review, mais on espère que vous mangez bien avec nous. Puis que ça vous a pas trop déprimé, ce cas-là, puis vous buvez bien votre café, puis que vous nous aimez. Fait que si vous nous aimez, ben, puis que vous vous retrouvez sur Apple Podcast, puis là, tout à coup, vous trouvez le piton avec les étoiles, là, ben, on vous invite à nous laisser une critique pour nous dire que vous mangez bien avec nous. Yeah! Fait que... Yeah! Et sinon, on vous invite à nous suivre sur Facebook, @unpeaudecrime, et sur Instagram, @unpeaudecrime dans ton café. Sinon, on a aussi une boutique Etsy, donc... etsy.com/shop/un peu de crime. Ouais. T'es sûr c'est pas www.shop.etsy // Au pire, vous allez dans Google puis vous tapez Etsy un peu de crime, vous allez l'avoir. Yes, ou si vous allez sur notre page Facebook, c'est notre site web qui est affiché sur notre page Facebook. Hey, c'est brillant, c'est parce qu'on n'a pas de vrai site web. C'est qu'on est bonne. Dans notre bio aussi, sur Instagram, c'est un lien vers la boutique Etsy. Alors, on a tout pensé à ça. Là. On commence à être bonne en technologie, là, malgré notre âge. Hey, c'est dur de revenir de ma déprime. Je suis encore déprimée. Veux-tu me parler de Gertrude Van Boom un peu? Ben, regarde, c'est mon nom présentement sur Zoom. J'ai mis ça justement pour te faire rire. C'est vrai! Gertrude Van Boom! Allô! Hello! Cool! Alors, sinon aussi, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous écrire si, comme la mère de Catherine, vous aimeriez nous suggérer des cas downer à mort super trash metal. Alors, c'est le unpeudecrime@gmail.com. On se fait toujours un plaisir de vous répondre et de vous lire. Ça nous fait toujours très chaud au cœur. Oui. Et sinon, on vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de crime et de café. Et pour ceux elles que ça intéresse, nous allons nous transporter dans le monde alternatif du Grand Montréal. Et je vous promets qu'on a choisi une histoire de District 31 qui va mettre un petit peu de joie dans votre cœur parce que ça me semble qu'il fallait qu'on finisse sur une bonne note. Alors, à la semaine prochaine pour ceux elles qui ne veulent pas écouter les 2 minutes de Babine. Et pour les autres, ben les v'là, c'est les 2 minutes de Babine. Les 2 minutes de Babine. Alright mon chum, j'espère que t'es bien assis puisque j'ai une histoire pas pire drôle à te raconter. Oui, je suis bien assis et je dors sur mes 2 oreilles en sachant que la plupart des prisonniers sont libérés après 60% de leur peine. Ça, c'est quand on les pogne. Quand on fait notre job. Faire notre job, voyons donc. Ça fait juste 2 mois que Poupou s'est fait tirer d'en face, voyons donc. Ben sérieux, ça, 2 mois, voyons donc. Fait que là, partner. Oui. C'est l'histoire d'une madame qui retontit au poste. OK. Pour faire une plainte. Parce que sa mère est dans un CHSLD. Un CHSLD? Puis dans le CHSLD, il se distribue des chocolats à la marijuana. Oh! Chanceux, mais wesh! La laitue du démon. Oh! C'est vrai, hein? Très, très belle métaphore, madame. Hey! Hey! Okay, fait que là, elle veut faire une plainte, mais en même temps, elle sait pas tellement si elle peut faire une plainte, parce que je veux dire, c'est légal, là, l'épisode date de 2020. 420, Blaze It. 420 et 2020, Blaze It. Yeah! Puis là, elle dit « Ah, j'avoue que je vois pas vraiment la différence entre ça puis ma mère qui irait à la SQDC s'acheter une petite surprise. » Ouais! Mais là, quand même, les enquêteurs qui se retiennent pas tellement pour pas y rire d'en face, ils demandent, ben là, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils consomment ou est-ce que c'est le personnel, tu sais, qui leur glisse sur le site parce que ça, c'est illégal?
Ben là, tu peux pas spiker le monde avec des petits chocolats à la surprise. Non, tu peux pas spiker le monde et la peine d'emprisonnement pour avoir spiké quelqu'un est quand même assez haute, donc pensez-y Pour deux vrai? fois. Ah oui, Ok. j'avais regardé, c'est une assez longue peine, donc faites pas ça même si c'est drôle. Mais c'est correct, tu vas juste en faire un 9e, anyway. Écoute, tu vas faire un 9e si tu J'ai tiens tranquille. perdu toute foi en système carcéral à cause de cette maudite histoire. Fait que là, on dit, ah, tu sais, ils ont-tu conscience de ce qu'ils consomment? Puis elle dit, oui, mais comme, j'aime pas ça, que ma mère, elle consomme ça, j'ai peur qu'il y arrive quelque chose. Puis là, eux autres, J'ai ils peur rient. qu'elle ait trop de fun. Elle a peur, elle a trop de fun. Puis là, elle les sort de sa sacoche, les bonbons au pop, puis elle l'offre à Babine. Puis Babine est comme, oh, sans façon, madame! Oh, c'est gentil, je travaille, Ah. là. Je finis à 5 heures. Parce que je suis en train de travailler, moi. Oh, Mais finalement, le personnage dont le nom m'échappe complètement, qui a remplacé Madame Van Catherine. Boom Boom. Gertrude Van Boom Boom, qui a remplacé Catherine Proulemé, qui avait attrapé la COVID, donc qui a été absente de District 31 pendant 2 semaines. Ah, Sergent Van Boom Boom. Sergent Van Boom Boom. Elle dit, je vais quand même aller faire un tour, parce que, tu sais, des fois, avec... on va quand même parler aux dirigeants du CHSLD, parce que des fois, avec les médicaments, ils pourraient avoir des effets secondaires qui pourraient être un peu dangereux pour les... Le CHSLD. au CHSLD, parce que ça pourrait être dangereux Oh non. pour les Il locataires. pourrait la faire de population. la psychose sénile. Pourrait faire de la psychose. Mais la madame, c'est bonbon aux potes. Elle Ouais. les a laissés sur le bureau à Noélie. OK. Fait que les gars, là, Ouais. ils se disent « Hey, on va avoir du fun! » OK. Fait que là, J'ai peur, Chiasson, là. il vient jaser avec eux. Puis ils disent Ouais. « Hey, veux-tu du chocolat? » Puis tu sais, Chiasson, là, c'est tout un homme, hein? Mais Fait que là, c'est il- illégal de spiker le monde, Patrick Bissonnette, on vient de le dire, Cibolac, t'écoutais pas? Fait que là, Oh. tu sais, il est en train de faire un update avec ses SD, tu sais, comme toi, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Comme d'habitude, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Rip. Bruno puis Patrick sont sur l'affaire avec le juge Pellant qui s'est fait assassiner par un livreur de FedEx. Puis là, il arrête pas de manger, là, puis ça y va, là, puis ça y va par là, tu sais. Ah, c'est Puis pas là, correct, les- ça. Puis là, les gars, ils se regardent, là, puis ils se retiennent pour pas rire, mais sont à peu près aussi discrets qu'un éléphant dans un champ de mine. Puis là, à un moment donné, Chiasson, il dit « Moi, je veux que vous vous concentriez sur l'affaire du juge Pellant, là, fait que tout le reste, on lâche ça. » Puis là, Patrick, il dit « Oh! Est-ce que tu veux dire que tu veux qu'on gèle l'affaire? » Puis là, les gars se peuvent plus, tu sais, ils braillent. Puis là, Chiasson est comme « Hey, je vous dis, vous autres, des fois, là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. » Puis là, il s'en va. Je trouve même pas ça drôle. C'est pas correct de donner Non, du pot au monde à leur réussite, Non. si bol. Mais là, Ah! les gars, eux autres, ils se trouvent vraiment drôles, tu sais. Fait que là, Stéphane, il va raconter ça à Jérôme. Moi, haha. Ben non, c'est Bolac, c'est son délégué syndical. C'est un Jérôme, arc. délégué syndical, qui Un rit arc. à n'en tomber à terre. Ben voyons donc. Puis là, Stéphane est comme « Oh, parle-en pas à personne, parle-en pas à personne, c'est drôle, non, s'il vous plaît. Mon Dieu, pourquoi il roule ses airs tout d'un coup? C'est ça. » Mais il y a quand même un gros accent Parle-en keb, pas à Stéphane. personne! Parle-en Parle-en pas à personne. Il y a quand même un gros accent keb, Poupou. C'est correct, c'est partie de ton charme. Parle-en pas à personne! Parle-en pas à personne, parle-en pas à personne. Puis là, on voit Chiasson, tu sais, qui descend un corridor, là, puis on voit qu'il est pas là, puis il est comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai mangé de quoi, les gars, là? » Les gars, ça rit. Puis là, à un moment donné, Chiasson, il va dans son bureau, puis il dort. Il dort. Puis là, les gars, ils trouvent ça drôle, ils sont comme l'autre côté des vitres. Puis là, Bruno, il est comme « Ah, c'est-tu dangereux, ce qu'on a fait? » Tu sais, c'est le temps de se penser Oui. maintenant. Oui, ça l'est! La réponse, c'est oui. S'il y avait une urgence! Une visite du directeur de la police! Hey, je S'il y pense avait n'importe... Charles Saint-Denis, il l'aurait pas trouvé drôle. Hey, petit coco! Voyons donc, Cibolac! Moi, j'aurais été la méga casseuse de party de toute cette situation. Alors, tout le monde aurait été des casseuses de party, puisque je répète, donner quelque chose qui contient de la drogue à quelqu'un sans son consentement, c'est illégal. À 200%. Ouais, puis Illégal. c'est pas le fun. La peine de prison est quand même assez longue. Au-delà de ça, c'est moralement douteux. Et là, Ah, si bol! Bruno, il dit « Ah, t'es sûr que c'est pas dangereux? » Puis Patrick, il dit « Oh, au pire, il va faire de l'apnée du sommeil. » Qui est Non! tout Au aussi pire- dangereux. Au pire, il va se réveiller, il va encore être gelé, il va vouloir prendre son char, il va faire un accident, et je...
Ouais, parce que les gars, ils font juste rire puis s'en aller. Je suis dépassée par cette histoire-là. Ça a donc bien pas de bon sens, ce Que gars-là. Stéphane, il finit par arriver. Puis lui aussi, il fait juste rire avec les gars, là. Puis il y a personne qui surveille Chiasson pour être sûr que, justement, ils prennent pas son auto pour retourner chez lui. Fait que c'est l'histoire de la fois que les SD ont enfreint la loi pour faire une joke à leur commandant. Je répète, c'est illégal. Donner des substances illicites aux gens sans leur consentement. Puis je pense que si t'en donnes à un commandant de police, ça va aller encore plus mal. Mais dans le monde de District 31, c'est pas grave, parce que c'est drôle. Parce qu'il n'y a jamais rien qui a des conséquences. Non, les femmes peuvent harceler sexuellement les hommes, et c'est très, très drôle. Oui, sauf quand le monde meurt, ça, c'est une grosse conséquence. Ah! Tabarnouche! Hey, je suis pas fière. Non, c'était pas une bonne joke, les gars, ça aurait pu mal finir. Faites pas ça à la maison. Non, faites pas ça. Babine, mon Dieu, faites pas ça! Non, faites pas ça, c'est super dangereux. C'est tellement dangereux, je reviens pas. Puis il a mangé un Tupperware, là, comme gros de même, là, comme rempli. Mais c'est trop! C'est beaucoup trop, surtout pour quelqu'un qui ne consomme pas. Puis en plus, beaucoup! Les edibles, c'est plus fort que juste fumer un joint, là. Mais je veux dire, il y aurait pu avoir comme, tu sais, des problèmes avec différentes sortes de psychoses, puis c'est très, très dangereux, puis ça peut être psychotrope. Oui, c'est super dangereux. Je suis en train d'inventer des affaires. Il aurait pu faire un bad trip, il aurait pu même faire un empoisonnement, parce qu'il en a mangé énormément. Ouais. Il aurait pu se rouler en boule en dessous d'un divan puis pleurer pendant des heures et des heures et des heures. Si ça aurait été downer puis plate à mort. Il aurait pu être une femme enceinte. Il aurait pu des conséquences sur le fœtus. Non, mais tu peux pas faire ça, voyons donc. Puis même dans des trop grandes quantités, je pense qu'il pourrait y avoir des dommages cérébraux. Donc, on répète, on fait pas ça. C'est une fiction et ça doit le rester. Parce que je répète, c'est illégal et c'est super dangereux. Donc on ne fait pas ça. Mais le client, lui, il trouve ça drôle. Pas bravo, mes chums. Slipper de la drogue au monde, harceler sexuellement les gens. C'est drôle. Tout est drôle. Pas de conséquences. Wow, ok. Ah, c'était le fun. Tu m'avais dit que ça allait être le fun, comme 2 minutes de babine après notre histoire terrible. Ok. Plus le fun que des enfants qui meurent. Effectivement. On a arrêté de parler des enfants qui meurent, là. On va parler d'autres affaires les prochaines semaines, c'est promis. C'est promis. On lâche les enfants qui meurent, puis on va revenir on the right track. Avec des enfants qui meurent pas. Avec des enfants qui meurent pas, avec des enfants qui sont heureux. Oh, avec Gertrude Van Boom Boom, grande criminelle internationale. Gertrude Van Boom Boom! Ah, c'est donc bien beau. Alors, bon, c'était ça. Mon chum. C'était ça, partner. Oui. Yes, sir, partner. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche au District 31. Je vais aller mettre un petit peu de vodka dans le café à Patrick Bissonnette, me venger de ça. Excellent. C'est légal, ça, mettre de l'alcool dans le café du monde sans qu'il sache? Je pense que oui. Non, moi je dis non. Ok, c'est correct, d'abord. Écrivez-nous un peu de crème@gmail.com. Non! Tu peux pas mettre des choses dans la bouffe des gens sans qu'ils sachent, en général. Ok, parfait. Que c'était ça. 10-4, on a pris une belle leçon aujourd'hui. Ouais, 10-4, mon chum. Ouais. 10-4, on apprend des choses aujourd'hui. Yes, sir. Ouais. Soyez responsables. Ouais. De vous et de vos amis. À la prochaine, les partners. À la prochaine, les chums.